Madame la sénatrice, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames, Messieurs. Je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des 5 académies qui a lieu chaque année le mardi 25 octobre ou le mardi le plus proche du 25 octobre, jour de la création de l'Institut de France en 1795. J'ai, selon l'usage et avant toute chose, le triste devoir de rendre hommage à nos confrères disparus dans l'année. Depuis la dernière séance solennelle de rentrée, le 27 octobre 2015, nous avons perdu à l'Académie française Philippe Baussan, Alain Decaux, René Girard. À l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paul Bernard. Parmi les associés étrangers, Girolamo Arnaldi. Parmi les correspondants, José María Blasquez Martínez et Sergio Donadoni. À l'Académie des sciences, Henri Cabane, Robert Corriu, Pierre Carly, Jean Normand, Jean-Christophe Yocoz. Parmi les associés étrangers, Howard Green, Erwin Hahn, Rodolphe Kallmann, Ahmed Zewail. Parmi les correspondants, Joseph Beauvais, Pierre Gabriel, Zdenek Johann. À l'Académie des Beaux-Arts, Charles Chêne, Eugène Dodaigne, Claude Parent, Jean Prodromides, René Kievik. Parmi les associés étrangers, Philippe Robert Jones, Andrzej Wajda. À l'Académie des sciences morales et politiques, Jean Ménard, et parmi les correspondants, Jean Aubat, Boutros Boutros-Ghali, Hilary Putman et Philippe Devoot. Je vous invite à saluer avec respect leur mémoire et vous remercie de bien vouloir vous lever. C'est conformément à la fois à la tradition et au statut de l'Institut de France que le bureau de l'Assemblée générale de l'Institut choisit pour chaque séance solennelle de rentrée un thème décliné dans un discours par un délégué de chacune des académies, et ce, à travers le prisme de sa spécialité. Cette année, c'est le risque qui est mis à l'honneur. Certains estimeront peut-être que ce thème est un peu risqué,
tant nous l'attendons dans le blâme ou dans l'éloge. Mais il convient dans la vie de prendre des risques, et nous en avons pris. Interviendront donc successivement sur ce thème M. Denis Kessler, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le risque dans tous ses états ». Madame Edith Cana de Chizy, déléguée de l'Académie des beaux-arts, pour son discours intitulé « Le risque de la création ». Monsieur Jean-François Bach, délégué de l'Académie des sciences, pour son discours « Rationalité et subjectivité ». Monsieur François Desroches, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour son discours « Des risques et des livres ». Et enfin, monsieur Éric Orsena, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Éloge du risque ». Avant d'en donner la parole, je voudrais cependant vous faire très rapidement part d'une interrogation. En définitive, que faut-il entendre par risque? Dans la première édition de l'Académie, en 1694, le mot est simplement défini comme péril, danger. Littré parle quant à lui de péril dans lequel entre l'idée de hasard. Et dans la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française, en 1932, on passe à péril possible, hasard dangereux. Cette évolution dans les définitions me paraît tout à fait judicieuse. Le risque n'est pas en lui-même un danger, il est un danger potentiel. Parcourir la savane africaine fait courir le risque de rencontrer des lions, mais le danger n'est là que lorsque le lion est face à vous. Ceci étant dit, il faut aller encore au-delà, me semble-t-il, et distinguer risque et incertitude. Le risque peut être pesé, et l'est de plus en plus, grâce au progrès de la science, et notamment de la statistique et du calcul des probabilités. L'incertitude est hasard pur, aléa total, qui semble n'être régi par aucune loi sous-jacente. Malheureusement, dans le langage courant, danger, risque et incertitude sont fréquemment confondus. Et de ce fait, ce que les économistes appellent l'aversion au risque est fort répandu. Or, le goût du risque n'est pas l'apanage seulement des imprudents et des casse-cous, il est aussi celui des bâtisseurs, des savants et des entrepreneurs. Le futur est certes plein d'incertitudes, mais s'y projeter en prenant des risques n'est pas s'y lancer les yeux fermés. C'est contribuer au progrès de l'humanité. Nous allons maintenant écouter nos confrères, et je laisse donc la parole au délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, l'économiste Denis Kessler, pour son discours intitulé « Le risque dans tous ses états ». Chers confrères, vous avez la parole. Le risque est une variable qui joue un rôle fondamental dans toutes les décisions humaines, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est une variable qui a comme principale caractéristique d'être bipolaire. Son idéogramme chinois combine à juste titre deux idéogrammes, celui du danger et celui de la chance. Le pôle de risque chargé de négativité renvoie aux catastrophes, aux pertes, à la ruine, au désespoir, à la souffrance, à la mort. Le risque apparaît alors plus subi qu'agi. Redouté, le risque est proche du mal, donc du malheur. Il est dévalorisé, on cherche à s'en prémunir et il est condamné quand il se manifeste. Le risque est un défaut, une imperfection, une erreur. Il suscite la peur, l'angoisse, l'incompréhension. Le risque paraît largement exogène aux individus qui n'en portent pas la responsabilité. Ils n'y sont pour rien ou par pas grand-chose. Accidents, dommages, catastrophes, sinistres,
le risque crée des victimes. On a longtemps vu dans les risques la volonté du divin ou celle du malin, et on invoquait alors destin, malédiction ou fatalité. Dans cette acception négative du terme, moins il y a de risques dans le monde, meilleur il y fait vivre. Élever le bien-être de la population passerait donc par la réduction des risques de toute nature auxquels celle-ci est exposée. Tout devrait être alors mis en œuvre pour protéger l'intégrité physique et patrimoniale de chaque citoyen. Le pôle de risque chargé de positivité renvoie, lui, à conquête, essai, tentative, réussite, exploit, succès, héroïsme. La prise de risque volontaire est alors assumée, valorisée, voire glorifiée. Celui qui prend des risques est courageux, donc vertueux. Cherchant à gagner, il accepte aussi de perdre. Il cherche la victoire, mais au risque de la défaite. Qui ne risque rien n'a rien, dit fort justement le dicton. Le héros met sa vie ou ses biens en jeu pour aller plus loin, au risque de tout perdre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, déclare le Cid. Ad Augusta per Angusta, dit le dicton. Celui qui prend des risques peut ou veut devenir héros, souvent admiré par ceux qui n'en prennent pas. Cette bipolarité renvoie d'ailleurs à l'acception psychologique du terme. Le risque peut engendrer un état de dépression ou de souffrance, ou au contraire, un état d'excitation et de plaisir. Définissons plus avant le concept moderne de risque. Il est apparu dès lors que l'on a abandonné la conception d'un monde déterministe, où le destin est préécrit, où la providence est omniprésente, où la fatalité gouverne, pour une autre conception du monde, la conception probabiliste. Ce fut une révolution qui remonte au XVIIIe siècle, dans laquelle le tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755, joua un grand rôle, comme le vit Voltaire avec son génie propre. C'est à cette même période de l'histoire que les mathématiques forgèrent les concepts clés de la probabilité et de la statistique. Après les travaux de Cardan, Fermat, Pascal, ce furent ceux de Bernoulli, Lagrange, Laplace, Gauss, plus tard Borel, Ito, Haro, Nash et plein d'autres. Pour tout phénomène, il existe plusieurs états du monde possibles, certains connotés négativement, d'autres positivement. L'occurrence d'un de ces états du monde suit une loi de probabilité que la science, dans chaque domaine, doit expliciter. L'histoire de la connaissance tout entière a conduit à identifier, comprendre et vérifier ces lois de probabilité. La sismologie se substitue dès lors à la volonté divine, la génétique à la malédiction, la biologie à la sorcellerie. À chaque état du monde est associée une utilité, différente d'une personne à l'autre. Un gain ou une perte de 1 000 € n'a pas la même valeur d'un parieur à l'autre. Comme règle de décision face au risque, chacun va chercher à maximiser son utilité en pondérant les utilités associées aux différents états du monde par leur probabilité de survenance. Dès lors, l'espérance mathématique, quelle belle expression, remplace la providence. Et la prévoyance et la science l'emportent sur la volonté divine et l'obscurantisme. Le risque est avant tout un problème de connaissance. On distingue ainsi deux sphères, celle du risque, qui est l'univers des probabilités, et celle de l'incertitude, qui semble n'être régie par aucune loi. Quand l'incertitude règne, l'avenir n'est pas connu et ne peut pas l'être. Difficile de penser l'impensable, d'imaginer l'inconnu inconnu. Mais grâce au progrès continu de la connaissance, la sphère des risques n'a eu de cesse de s'accroître et celle de l'incertitude de recéder. Dans l'univers probabilisable, le risque prend la forme d'une variable aléatoire qui appartient à une distribution de probabilité. C'est le tirage dans cette loi de probabilité qui reste lui-même largement aléatoire. John Grant a certes découvert la loi de mortalité en 1662, mais l'on ne sait pas pour autant quand chacun d'entre nous décédera. Ce n'est pas parce que l'on comprend désormais la sismicité du Portugal que l'on peut savoir avec certitude que la terre tremblera le jour de la Toussaint à Lisbonne
à l'heure de la messe. Le risque n'est pas l'événement, l'aléa, l'accident, la chance ou la malchance, mais une certaine manière de les faire exister à travers quoi ils trouvent désormais objectivité et valeur. Pas de risque sans une certaine forme de calcul, d'analyse, d'expertise. Le risque est une forme de savoir. Il existe une science des risques. Les risques sont omniprésents, protéiformes, évolutifs, mutants, accidentels ou sériels, indépendants ou corrélés, visibles ou latents. Partons des risques liés à la nature. Les hommes ont toujours craint les catastrophes naturelles. La Bible les évoque toutes, éruptions volcaniques, déluges, séismes, tempêtes. On les appelle d'ailleurs dans le jargon les acts of God. Ces catastrophes n'ont pas disparu et s'avèrent d'ailleurs plus dévastatrices qu'auparavant, compte tenu de la croissance et de la concentration des populations et des richesses dans le monde. S'y rajoutent les risques du fait de l'homme. Chaque développement scientifique et technologique, chaque activité économique nouvelle crée des risques nouveaux. Accidents aériens, explosions nucléaires, cyber-risques à l'heure actuelle. S'y ajoutent enfin les risques du fait du diable, les violences, les crimes, les guerres, le terrorisme. Bref, tout ce qui relève des destructions volontaires et de la violence des hommes. Les grandes catastrophes, qu'elles soient faites de Dieu, faites de l'homme ou faites du diable, rythment l'histoire et marquent la conscience humaine. Pompéi, la peste noire, le grand incendie de Londres, le tremblement de terre de San Francisco, celui de Tokyo, le Titanic, la grippe espagnole, le World Trade Center et bien entendu toutes les guerres mondiales. L'univers des risques est en expansion. Les risques sont de plus en plus complexes, interconnectés, globalisés. Il faut donc les maîtriser, car la demande de sécurité est, et c'est un paradoxe, croissante dans le monde moderne. Dans un univers probabilisable, il faut prendre sans cesse des décisions, qui sont d'ailleurs elles-mêmes risquées. Chacun d'entre nous a une attitude spécifique face aux divers risques. Certains préféreront un emploi stable mais mal rémunéré, d'autres un emploi risqué et mieux rétribué. L'un choisira un placement obligataire, l'autre investira en actions. On fera des sports dangereux ou on les regardera à la télévision en pantoufles. On fera appel d'un jugement au risque d'une aggravation de la sentence ou l'on acceptera frileusement le verdict de première instance. De manière schématique, une personne a de l'aversion au risque si, à espérance mathématique identique, l'exemple le plus simple, empocher 500 € ou risquer d'en gagner 1000 avec une probabilité de 50%, cette personne choisira d'empocher les 500 €. Le choix inverse, risquer de gagner 1000 € au risque de perdre 500, signifiera que cette personne a un goût du risque. L'aversion au risque est une préférence qu'il ne convient pas d'expliquer. De gustibus non est disputandum. Et le monde paraît partagé entre les riscophiles, minoritaires dans la population, et les riscophobes, très majoritaires. L'aversion au risque est bel et bien la chose au monde la mieux partagée. Les économistes ont essayé de mieux mesurer cette variable, et ainsi l'aversion au risque paraît plus forte face à un risque de perte que face à un risque de gain. Tous n'ont pas une vision claire des risques qu'ils affrontent et ne connaissent pas les distributions de probabilités sous-jacentes. Bien entendu, l'information est souvent imparfaite et les probabilités subjectives d'occurrence des risques diffèrent des probabilités objectives, surtout d'ailleurs pour les risques à fréquence faible. Le degré d'aversion au risque dicte nos comportements économiques, financiers, sociaux, individuels et collectifs. Donc, il gouverne tous nos choix politiques. Dans tous les cas, le dommage issu du risque que l'on fait subir à autrui doit être réparé. C'est le principe clé de la responsabilité civile. Encore faut-il que l'auteur du dommage ait les moyens de le réparer. La responsabilité civile est ainsi devenue l'objet d'une couverture obligatoire, condition de la stabilité d'un ordre social. L'histoire a vu émerger des marchés des risques où certains paieront une certaine somme pour s'en protéger et d'autres se feront rémunérer pour les porter.
marché d'échange contre les fluctuations des monnaies, marché à terme contre les fluctuations des prix, marché boursier contre le risque de ruine d'une entreprise donnée. Beaucoup d'organisations dans nos sociétés mutualisent les risques. Corporations, sociétés caritatives, mutuelles, associations, syndicats, sécurité sociale. Regrouper les risques financiers dans des organisations dédiées, comme les banques ou les assurances, crée un risque nouveau, celui de leur insolvabilité. D'où la multiplication récente des règles prudentielles telles que Bâle III ou Solvabilité II. Et on évoque même, depuis la crise financière de 2007, le risque systémique correspondant à l'écroulement tout entier du système financier. De fait, des institutions comme la famille, les associations, les entreprises ou les États ont comme prima ratio la gestion des risques des membres qu'elles regroupent. Les contrats qui sont en vigueur partout portent souvent sur le partage des risques entre les agents qui les concluent. Ces contrats sont d'ailleurs aussi risqués car l'information des parties est souvent imparfaite, asymétrique. Et aussi parce que les agents qui concluent ces contrats poursuivent des objectifs stratégiques. Ces contrats peuvent modifier l'univers des risques, phénomène connu sous le nom d'aléa moral. Jacques Rueff prétendait ainsi que la couverture par l'assurance chômage avait comme effet paradoxal d'augmenter le risque du chômage. Le législateur est de plus en plus actif pour protéger les citoyens dans tous les domaines. Il mutualise les risques au niveau national, dans les domaines de la vieillesse, de la maladie, des accidents du travail. Ceci représente un tiers du revenu national. Il multiplie les législations pour prévenir les risques, augmenter la sécurité, indemniser les victimes. En fait, la gestion des risques devient la principale mission de l'État. Nous entrerions ainsi dans ce qu'il est convenu d'appeler la société du risque. Au-delà des risques traditionnels, la société s'adresse aussi aux risques d'exclusion désormais, de discrimination, de précarité, de pauvreté. Et au niveau mondial, les États se mobilisent désormais pour lutter ensemble contre les risques issus du changement climatique qui affecte toutes les nations et toutes les générations. Dans la société du risque, c'est le principe de prévention qui mérite d'être salué. Il faut être plus circonspect avec le principe de précaution. Si ce principe signifie qu'il faut s'abstenir de développer des technologies dès lors qu'il existe une incertitude sur leurs conséquences, ce principe de précaution est lui-même dangereux, car il pourrait ralentir le progrès scientifique et technique et le rythme des innovations. Il aurait fallu éviter de donner à ce principe de précaution valeur constitutionnelle. L'avenir de la société du risque soulève 3 questions. La première relève de la responsabilité. En généralisant une responsabilité sans faute, associée à des indemnisations pour tous, elle multiplie de facto les statuts de victimes, au risque de déresponsabiliser les citoyens. La seconde question relève de la liberté. La prise en charge de tous, la multiplication des normes pour contrôler les comportements peut aboutir à entraver et restreindre la liberté. La troisième question relève de la créativité. À force d'être obnubilée par son pôle négatif, la société du risque, insistant sur l'éradication des risques, conduirait à dévaloriser la prise de risque dans son acception positive. Or, prendre des risques est une condition du progrès de la société. Le risque est au cœur de l'entrepreneuriat. Pour que des entreprises se développent, que des nouvelles technologies émergent, il faut que des gens se mettent en risque, risquent leur nom, leur réputation, leurs biens et acceptent de connaître l'échec. En prenant un risque, ils en attendent bien entendu un gain, un bénéfice, la fortune, les honneurs, la reconnaissance. La concurrence est risquée, elle est à la fois créatrice, mais elle est aussi destructrice. Entreprendre, c'est accepter d'être évincé du marché, dépassé par des concurrents, supplanté par de nouvelles technologies. Valoriser la prise de risque, c'est ne pas reprocher l'échec et surtout accepter que la réussite soit dûment reconnue et récompensée.
L'innovateur, le créateur, l'entrepreneur sont des figures qui devraient être davantage mises en valeur et respectées. Il en va d'ailleurs de même pour tous les acteurs de la création, dans les domaines de la peinture, de la musique, de l'architecture, du cinéma, qui prennent des risques, bouleversent l'ordre établi, transgressent les codes et les modes, font avancer les arts, approfondissent notre vision du monde. La création est par essence un processus risqué, à l'instar de l'entrepreneuriat. Laisser à croire que l'on parviendra un jour, dans le futur, à éradiquer les risques sur Terre, c'est notamment la thèse absurde du risque zéro, est totalement fallacieux et trompeur. Même si l'on comprend de mieux en mieux les risques, leur éradication est d'autant plus chimérique que de nouveaux risques émergent et mutent sans cesse au cours du temps. Développons au contraire une nouvelle culture du risque. Dissipons les craintes que fait naître le développement des sciences et des techniques pour éviter l'apparition d'un nouvel obscurantisme. La société doit accepter l'aléa, ne pas redouter l'incertitude, ne pas se réfugier dans des croyances irrationnelles. Sans prise de risque, point de progrès. Oui donc à la société du risque, mais à la condition qu'elle respecte les principes de responsabilité, de liberté et de créativité. Oui à la société du risque, mais à la condition que la prise de risque soit valorisée, reconnue et rétribuée. Ce sont les conditions pour parvenir à un nouvel équilibre entre les pôles négatifs et les pôles positifs des risques, afin de tous ensemble mieux conjuguer sécurité et liberté. Et la parole est maintenant à la compositrice Édith Cana de Chizy, déléguée de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Le risque de la création ». Il ne peut y avoir d'art sans risque, disait le compositeur Maurice Ohana. Risque qu'il a lui-même traversé dans un parcours solitaire, à contre-courant des esthétiques dominantes de l'époque. Risques multiples qu'implique la création artistique, risques qu'il faut oser prendre pour pouvoir construire une œuvre. À commencer par celui des pressions familiales et sociales, telles que les ont vécues Cézanne, Gauguin, Van Gogh, et qui les ont amenés à d'inévitables ruptures. Histoire d'une différence dont l'artiste prend conscience souvent très tôt, parfois confusément et douloureusement, différence qu'il faut alors assumer pour exister, épreuve que j'ai moi-même traversée. Mon confrère peintre, Vladimir Veliskovitch, fils unique, raconte ainsi son départ, après avoir senti la méfiance de son père par rapport à son orientation vers la création. J'ai senti la nécessité d'un détachement familial. Je suis allée à Zagreb pour couper net avec la famille. Et plus loin, parlant de son arrivée à Paris, je suis venue de l'Est avec un bagage. Le même Veliskovitch, longtemps professeur à l'École des Beaux-Arts, évoque l'importance du savoir et du travail bien fait, à savoir l'importance de l'apprentissage de la tradition et de la transmission. Mais le poids de l'empreinte de ses maîtres ne peut-il comporter un autre risque, celui du modèle? Comment alors s'en affranchir? Nicolas de Staël, alors âgé de 22 ans, écrit du Maroc à sa mère adoptive, Madame Frissero. C'est indispensable de savoir la loi des couleurs, savoir à fond pourquoi les pommes de Van Gogh à la haie, de couleur nettement crapuleuse, semblent splendides. Pourquoi Delacroix sabrait de raies vertes ses nus décoratifs au plafond, et que ces nus semblaient sans tache et d'une couleur de chair éclatante. Pourquoi Véronèse, Velasquez, Frans Hals possédaient plus de 27 noirs et autant de blancs. Que Van Gogh s'est suicidé, Delacroix est mort furieux contre lui-même,
et Hals se saoulait de désespoir. Pourquoi? Où en était-il? Leur dessin? Pour une petite toile que Van Gogh a au musée de La Haye, on a des notes d'orchestration de lui pendant 2 pages. Chaque couleur a sa raison d'être. Et moi, de parler Dieu, j'irais balafrer des toiles sans avoir étudié. Pour celui qui, plus tard, prit le risque de l'abstraction, puis celui du retour à une ébauche de figuration, ce texte est un fulgurant exemple d'un questionnement incessant des maîtres du passé pour y puiser son génie personnel. Ce parcours de Nicolas de Staël nous amène d'ailleurs au rôle joué par la critique d'art. Lui qui s'est vu livré aux gémonies quand sa recherche l'amena à réintroduire la figuration dans son œuvre. Il avait osé bouleverser les repères et les critères du marché de l'époque. Il avait osé risquer la contradiction et par là même le rejet de toute une société d'artistes et d'intellectuels européens, alors qu'il était encensé outre-Atlantique. Mais quoi qu'il en soit, l'artiste et son œuvre sont nécessairement confrontés, qu'ils le veuillent ou non, à des enjeux mercantiles et le plus souvent pervers. Martin Heidegger dit à ce sujet en 1935 à propos des œuvres d'art: « Critiques d'art et connaisseurs s'en occupent intensément. Le commerce des objets d'art veille à pourvoir le marché. L'histoire de l'art transforme les œuvres en objets de recherche scientifique. Mais au milieu de tout cet affairement, rencontrons-nous encore les œuvres? Où donc l'œuvre est-elle chez elle? En tant qu'œuvre, elle est chez elle uniquement dans le rayon qu'elle ouvre elle-même par sa présence. » Le regard de la critique, affronter le risque du regard de l'autre, regard attendu, désiré ou redouté, admiratif ou assassin. Même épreuve pour une création en concert, succès, indifférence, commentaires chaleureux ou destructeurs. Le sculpteur Mauro Corda décrit ainsi son expérience. Ce sont les autres qui font de vous l'artiste naissant. Le regard des autres sur les premiers dessins. Il faut se protéger, ne pas se mettre en avant ni chercher à séduire. Je sais qu'il faut se protéger des illusions, du côté glauque et avide des rapports humains. À l'opposé, de célèbres amitiés ont jalonné l'histoire, comme celle d'Haydn pour Mozart, celle de Liszt pour Berlioz, de Brahms pour Schumann, et surtout celle de Louis II de Bavière pour Wagner. Et dans le domaine de la peinture, outre le soutien permanent de Theo van Gogh pour son frère, le mécénat de Gustave Caillebotte pour ses amis impressionnistes. Par ailleurs, le risque de la mondanité peut entraîner celui du compromis esthétique, celui du désir de plaire, plus fort que l'intransigeance de la recherche personnelle, risque qui peut conduire à une œuvre affadie, redondante, privée de cette énergie propre à l'acte créateur. La complaisance du regard peut en engendrer un autre, celui du confort. Ne rien changer de ce qui plaît, ce qui se vend et correspond à la tendance d'une époque. Dans sa prière 66, adressée au prince des cieux et de la musique, le compositeur Maurice Ohana écrivait « Donnez-moi de continuer les destructions libératrices qui ont ouvert nos chemins. Et plus loin, donnez-moi de me contredire. La liberté de la contradiction, celle d'être son propre maître, d'aller là où l'on veut aller, celle-là même qu'avait prise Nicolas de Staël, comme je l'ai évoqué précédemment. Cette liberté du créateur peut le confronter au risque de se perdre dans son imaginaire. Il y a en effet une relation fragile entre la réalité et l'univers singulier qu'il se crée, une ouverture sur l'inconnu où l'artiste risque d'errer sans parvenir à la réalisation de l'objet ou entrer dans une fusion totale avec lui.
A contrario, cette nouvelle perspective peut être une formidable source d'inspiration, comme le dit René Char, « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Cet inconnu se manifeste d'abord par l'irruption du hasard dans l'élaboration de l'œuvre. La logique échappe au créateur. Il doit suivre l'imprévisible évolution de ce qu'il avait au préalable imaginé. Ainsi, l'expérience de Nicolas de Staël. Le contact avec la toile, je le perds à chaque instant, et le retrouve, et le perds. Il le faut bien parce que je crois à l'accident. Je ne peux avancer que d'accident en accident. Dès que je sens une logique trop logique, cela m'énerve et va naturellement à l'illogisme. Je crois au hasard comme je vois au hasard, avec une obstination constante. Curieusement, Francis Bacon décrit la même expérience dans les mêmes termes. Dans mon cas, et plus je vieillis, plus il en est ainsi. Toute peinture est accident. Ainsi, je vois d'avance la chose dans mon esprit, je la vois d'avance, et pourtant, je ne la réalise presque jamais comme je la prévois. Elle est transformée par le fait même qu'il y ait peinture. Mais cette immersion dans cet autre monde peut entraîner l'artiste vers l'abîme. C'est le vertige dont parle Nicolas de Staël. Ma peinture, je sais ce qu'elle est sous ses apparences, sa violence, ses perpétuels jeux de force. C'est une chose fragile dans le sens du bon, du sublime. C'est fragile comme l'amour. Lorsque je me rue sur une toile de grand format, lorsqu'elle devient bonne, je sens toujours atrocement une trop grande part de hasard, comme un vertige, une chance dans la force qui garde malgré tout son visage de chance, son côté virtuosité à rebours, et cela me met toujours dans des états lamentables de découragement. Je n'arrive pas à tenir, et même les toiles de 3 mètres que j'entame et sur lesquelles je mets quelques touches par jour en y réfléchissant, finissent toujours au vertige. Si le vertige auquel je tiens comme à un attribut de ma qualité virait doucement vers plus de concision, plus de liberté, hors du harcèlement, on aurait un jour plus clair. Vertige qu'il ne contrôle plus et qui l'amène au suicide. Entre la réalité et moi, il s'est bâti un mur opaque, lourd, pesant. Il faut que je vous décrive ce mur. À droite, plus d'ouverture. À gauche, un peu de lumière. Pour arriver à passer par là, pour trouver la grande lumière, je dois me débarrasser de ma carcasse d'homme. Le 16 mars 1955, Nicolas de Staël sort vers 22 heures de son atelier d'Antibes qui surplombe les remparts et se précipite dans le vide. Suicide de Nicolas de Staël, suicide de Van Gogh, folie de Schumann, envahi par des sons qu'il ne pouvait plus maîtriser. Dans sa dernière lettre à son frère Théo, lettre que Vincent portait sur lui le jour de sa mort, Van Gogh écrit « Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison a fondu à moitié. Bon. J'y risque ma vie, voici l'ultime risque de la création. » Peut-être encore plus triste est le risque du tarissement. Certaines circonstances peuvent amener l'artiste à une désaffection de son œuvre ou à une incapacité de créer, soit qu'il n'ait plus rien à dire ou qu'il ne puisse plus le dire, constat encore plus amer. Je travaille beaucoup, dit Mauro Corda. C'est la peur par rapport à un potentiel qui s'épuise. Je sais aussi que mon énergie peut s'épuiser. Je vivrai sur le passé. Je ferai des croûtes, c'est inéluctable. Mais plus encore pour la sculpture, par la force des choses. La sculpture, c'est physique. Je me dis qu'il me reste un temps à vivre, donc il faut faire le maximum. Après, c'est la question de l'épuisement et de la force de vivre. Maurice Ravel,
qu'une maladie cérébrale rendit incapable d'écrire à 58 ans, disait « J'ai encore tant de musique dans ma tête. Je n'ai encore rien dit. J'ai encore tellement à dire. » Il mourut 2 mois plus tard à 62 ans. Ou encore Henri Duparc, qui s'arrêta de composer à 38 ans, atteint d'une mystérieuse maladie nerveuse et qui vivra jusqu'à 85 ans. Il écrit ainsi à Francis Jammes : « Cher ami, ne me parlez pas de génie. J'ai fait quelques mélodies dans lesquelles j'ai simplement mis mon âme avec sincérité. C'est leur seul mérite. Maintenant, la petite source est tarie, voilà tout. Ça ne manque qu'à moi, mais ça me manque beaucoup. » Et que dire du silence d'Edgar Varèse, qui dura 14 ans avant de pouvoir écrire Désert, œuvre créée au Théâtre des Champs-Élysées le 2 décembre 1954 et qui fut violemment critiquée. Enfin, le créateur devra affronter le risque de l'oubli. Nombre d'artistes se posent l'angoissante question de leur notoriété posthume. Il devra aussi accepter l'inconnu de la pérennité de son œuvre, de la conservation de ses manuscrits, toute chose dont le contrôle lui échappera désormais. Francis Poulenc, par exemple, disait « Ma musique n'est tout de même pas si mal. Bien que certains jours, je me dis « Pourquoi continuer et pour qui ?» Et Eugène Boudin, dans une de ses lettres, « Je ne sais pas bien ce qui m'attend, mais je crois bien que c'est de l'oubli. » On connaît cet aphorisme de Claude Debussy concernant l'hommage élogieux rendu habituellement aux musiciens au moment de sa disparition. La principale qualité d'un compositeur, c'est d'être mort. La parole est maintenant au biologiste et immunologiste Jean-François Bach, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours intitulé « Risques et santé, rationalité et subjectivité ». Nous sommes en 1952, le soir de Noël, à l'hôpital Necker. Un jeune charpentier, Marius Renard, quelques jours auparavant, est tombé d'un échafaudage et s'est rompu le rein droit. Malheureusement, de naissance, Marius n'avait pas de rein gauche. Privé de ses 2 reins, il est promis à une mort prochaine. C'est alors que Jean Hamburger décide avec une hardiesse inouïe de lui transplanter un rein de sa mère. L'opération réussit. La fonction rénale reprend avec excrétion d'urine au bout de quelques minutes. La presse s'en empare, Jean Hamburger devient célèbre. Malheureusement, après quelques semaines, la fonction du rein transplanté décroît en raison d'un rejet immunitaire et Marius Renard décède le 27 janvier 1953. Abattu, mais non découragé, Jean Hamburger persévère. 6 ans plus tard, il fait une nouvelle greffe entre 2 frères, mais cette fois-ci sous couvert d'une irradiation à dose modérée pour empêcher le rejet. La greffe a une durée très importante. Son receveur, Georges Siméon, va survivre 25 ans. C'était la première greffe d'organes réussie au monde, réalisée à quelques jours près en même temps que celle faite par John Merrill à Boston. Quelques années encore, et c'était les greffes à partir de reins de cadavres. Cette page de l'histoire de la médecine n'aurait pas été écrite sans, bien sûr, l'esprit visionnaire de Jean Hamburger, mais également sans son grand courage qui lui permit de prendre des risques très importants. On ne saurait entreprendre, en effet, une telle aventure aujourd'hui. On reculerait devant l'idée même de transplanter un organe d'un sujet à l'autre, que le donneur soit un donneur vivant avec tous les risques inhérents à l'anesthésie,
et au prélèvement d'un organe ou un cadavre, avec toutes les craintes éthiques que cela susciterait. On dénoncerait les risques de l'irradiation. Et pourtant, la transplantation reste aujourd'hui le seul traitement à long terme que l'on est capable de proposer aux malades en insuffisance rénale terminale. Rappelons aussi que dans la foulée de Jean Burger, Christian Barnard eut le courage de prélever le cœur battant de Louis Wachanski, un malade en insuffisance cardiaque grave, avant de lui greffer un cœur de cadavre. Un courage que n'avait pas eu son maître, Norman Shumway, qui avait été pourtant le premier à mettre au point la technique de la greffe cardiaque chez l'animal. Après ces années glorieuses, notre société s'est progressivement recroquevillée sur le risque zéro, sur la peur. Peut-on et doit-on éliminer tous les risques? Cette ambition est bien sûr irréaliste quand on pense à tous les risques qui nous entourent. Ce n'est pas une épée que nous avons sur notre tête, comme Damoclès, mais des milliers. Réfléchissons en effet un instant à la diversité des risques auxquels notre santé est exposée. Certains sont très graves, touchant la population, mais heureusement suffisamment rares pour ne pas vraiment nous inquiéter. Combien parmi les 8 millions d'habitants de la baie de San Francisco se préoccupent sérieusement du grand tremblement de terre qui les menace, le Big One? D'autres risques sont également graves, mais fréquents et individuels. Nous pensons tous au cancer, aux accidents cardiaques et vasculaires cérébraux. D'autres risques, au contraire, sont bénins, pour ne pas dire dérisoires. Comme l'écrivait Dominique Noguès, le premier homme qui se coupa les cheveux prenait des risques. Rien ne l'assurait qu'il repousserait. Le risque peut toucher la population, être collectif. Il peut inversement être individuel. Les risques collectifs sont souvent d'ordre naturel, éventuellement liés à l'utilisation d'un produit chimique ou d'une nouvelle technologie. Les risques individuels sont liés à l'hérédité ou éventuellement à un comportement comme la consommation de tabac et d'alcool. Les risques sont parfois attendus, même si on ne peut pas les prévoir dans le temps. D'autres sont inconnus, pour ne pas dire inimaginables. Qui aurait pensé que 2 avions pilotés par des terroristes iraient frapper les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001? Quel peut être l'apport de la science dans un tel contexte? Est-ce que la rigueur et la rationalité scientifique peuvent apporter des réponses, voire des solutions? Avant de tenter de répondre à cette question, il convient de bien faire la différence entre le danger et le risque. Le danger est un objet, une substance, un être vivant, une situation susceptible d'entraîner un dommage à une personne ou à un groupe de personnes qui y sont exposées. Pour le scientifique, le risque est une quantité mesurable. C'est la probabilité de survenue d'un dommage après exposition à un danger. Dans le langage courant, il faut reconnaître que l'on confond souvent le danger et le risque, ce dernier n'étant considéré que comme la possibilité de subir un dommage après exposition à un danger. Le danger lui-même est relativement facile à identifier le plus souvent, avec la réserve néanmoins que sa définition dépend étroitement de cette notion d'exposition. Un lion n'est pas dangereux en soi, il ne le devient que lorsqu'on se retrouve face à lui, sauf bien sûr s'il est dans une cage. La science a pour mission d'évaluer la probabilité du risque, ce qui est une question difficile. C'est tout le rôle de l'épidémiologie, une science fondée sur la statistique mathématique, avec recours fréquent à la modélisation mathématique. L'épidémiologie permet de donner des réponses objectives à des questions difficiles. C'est ainsi que l'on a pu montrer le rôle du tabagisme dans l'induction de cancer du poumon, ce qui est établi par tous aujourd'hui, mais qui n'a été démontré par le grand épidémiologiste Richard Doll que dans les années 50. C'est ainsi également que notre confrère Alain-Jacques Valeron a montré à un moment où le monde entier craignait l'extension catastrophique
de l'épidémie de maladie de la vache folle et de son équivalent, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que ce risque était exagéré. L'avenir lui donne raison, la maladie a quasiment disparu chez l'homme aujourd'hui. Mais l'épidémiologie a ses limites. En premier lieu, elle doit s'appuyer sur de très grandes cohortes de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers d'individus, ce qui est souvent difficile dans la pratique. En outre, la relation de causalité est souvent difficile à établir dans les corrélations observées. Enfin, il est impossible de dire qu'un risque n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On peut certes montrer qu'un risque est minime, mais il est impossible de l'exclure de façon formelle sur de simples bases statistiques. Ce point est particulièrement gênant car de nombreuses personnes frappées par la chronologie de deux événements, par exemple la survenue d'une sclérose en plaques chez un sujet ayant été récemment vacciné contre l'hépatite B, n'arrivent pas à assimiler cette remarque méthodologique un peu subtile. Certes, on a observé des cas de sclérose en plaques chez les millions de sujets vaccinés contre l'hépatite B. Cela n'était pas étonnant car chez un aussi grand nombre de sujets, on devait s'attendre à observer des cas de sclérose en plaques qui sont d'ailleurs observés avec la même fréquence chez les sujets non vaccinés. La science et la médecine peuvent apporter également des armes puissantes pour la gestion du risque. On pense de nouveau immédiatement aux vaccinations. Les vaccins ont permis d'éliminer des maladies graves comme la variole ou la poliomyélite et ont fait diminuer de façon très importante la fréquence des maladies infectieuses de l'enfant. Le dépistage systématique de l'hypertension artérielle, suivi éventuellement d'un traitement simple et efficace, a réduit de façon considérable la fréquence des accidents vasculaires cérébraux les plus graves. Mais là aussi, il y a des limites. La médecine reste impuissante devant un trop grand nombre de maladies. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ou les multiples maladies neurologiques dégénératives. La médecine préventive n'en est qu'à ses débuts, malgré quelques brillants succès. Dans le cancer, par exemple, il existe certes des tests de dépistage, mais ils sont souvent positifs trop tardivement et donc inefficaces. La prédiction elle-même pose des problèmes d'éthique inattendus. Il est bien de pouvoir prévoir la survenue d'une maladie, encore faut-il pouvoir proposer un traitement pour la prévenir. Ainsi, on peut prédire la survenue d'une maladie génétique grave, la chorée de Huntington, que l'on observe chez les sujets dont un des parents est atteint par la maladie. Mais il n'existe aucun traitement à proposer. Pourquoi dès lors avertir ces sujets de l'issue malheureuse qui les concerne au risque de perturber leur vie jusqu'à la maladie apparaisse? Des études approfondies ont été réalisées pour savoir ce que ces sujets souhaitaient vraiment faire. Il est intéressant de savoir que beaucoup des enfants de patients atteints de la chorée de Huntington souhaitent subir le test. Certes, avec l'espoir que ce test sera négatif et qu'ils seront soulagés, mais aussi avec la volonté de savoir ce qui va leur arriver, de connaître leur destin si le test est positif. D'autres, au contraire, préfèrent ne pas s'exposer au test. Espérons que la médecine saura trouver un traitement à cette maladie qui ne sera plus dès lors inexorable. Le rationnel peut fréquemment être débordé par l'émotionnel. Paradoxalement, si la mort est notre seule certitude, l'inquiétude qu'elle suscite est en grande partie occultée, heureusement pour beaucoup d'entre nous, par le fait qu'on n'en connaisse ni le moment, ni les modalités de survenue, sauf en cas de maladie grave. Qui, en revanche, ne ressent pas un serrement de cœur en attendant les résultats d'un test de dépistage d'une maladie sévère, au point parfois de refuser de s'exposer à cette épreuve et de refuser l'examen. Une attitude totalement illogique dont les conséquences sont sans commune mesure avec l'apparente tranquillité qu'elle semble procurer. Le problème se pose tout particulièrement pour la détection de la séropositivité pour le virus du sida. Si tous les sujets exposés à ce virus étaient régulièrement dépistés, on pourrait proposer aux sujets exposés et contaminés la possibilité d'un traitement
précoces et donc plus efficaces, qui tout à la fois arrêteraient la progression de leur maladie et leur permettraient d'éviter de contaminer leurs partenaires. Des études de modélisation mathématique ont même montré que si ce dépistage, qui est déjà proposé de façon systématique aux femmes enceintes, était généralisé aux sujets exposés, la maladie disparaîtrait en quelques années dans les pays développés. Faut-il pour autant imposer les tests de dépistage? Cela se justifierait pour la santé publique, pour les assurances, mais serait perçu comme une atteinte inacceptable aux libertés individuelles. En fait, un problème central est la différence qu'il convient de faire entre le risque perçu et le risque réel. C'est tout le problème des accidents de la circulation. Nos concitoyens pensent volontiers, acceptent volontiers les objectifs de la sécurité routière, mais en contournent les règles, avec même parfois la bénédiction des services publics, comme on le voit pour les cyclistes dans les grandes villes. En fait, le malheur n'arrive qu'aux autres, c'est ce que beaucoup d'entre nous pensons, c'est ce que nous avons beaucoup de mal à apprendre, au contraire, comme beaucoup de mal à expliquer aux enfants, aux jeunes. Fumer des cigarettes pour un adolescent va l'exposer au risque de cancer du poumon, mais comment le convaincre pour un risque qui va se manifester quelques dizaines d'années plus tard? La situation est plus difficile quand l'irrationalité prend délibérément le pas sur la rationalité. C'est le cas de la peur des vaccins, pour reprendre cet exemple. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les effets secondaires des vaccins sont rarissimes. Ceux qui font l'actualité n'ont aucune base scientifique. Il est grave que des associations se fondant sur ces prétendus effets secondaires militent contre les vaccinations au point de laisser réémerger des épidémies de maladies qui avaient quasiment disparu. Nous avons eu de tristes exemples avec la coqueluche, la rougeole et il y a quelques années encore avec la diphtérie. Les anti-vaccins convaincus sont peu nombreux, 2 à 3% de la population selon diverses études. Mais ils entraînent une beaucoup plus large fraction du public, incluant des médecins et des pédiatres, qui du coup devient hésitante et refuse de se faire vacciner. Une importante étude récemment publiée par une équipe anglaise a montré que parmi 65 grands pays, la France était celui qui avait le taux le plus élevé de récalcitrants au vaccin. 41% contre 12% pour la moyenne générale. Cette attitude qui relève de l'ignorance, de la crédulité, mais aussi, il faut le dire, de l'obscurantisme, s'applique malheureusement à bien d'autres sujets que je n'aurai pas le temps de traiter maintenant. Elle relève d'une façon assez claire d'une défiance accrue vis-à-vis des experts, même si ceux-ci montrent toutes les garanties de compétence. On leur reproche d'avoir des conflits d'intérêts, une accusation démagogique et le plus souvent sans fondement. On leur reproche de minimiser ou au contraire de dramatiser la situation. Le problème de fond est que les experts s'appuient sur des faits scientifiques alors que leurs opposants se fondent sur leurs convictions personnelles, ce qui rend le dialogue impossible. S'y ajoute le rôle de certains médias en quête de scoop qui contribuent à la désinformation. Tout a été aggravé par l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. L'idée relevait apparemment du bon sens. Mieux vaut prévenir que guérir. Primum non nocere, apprend-on aux étudiants en médecine, cela va de soi. Mais fallait-il pour autant graver le principe de précaution dans la Constitution, c'est que le rend quasiment irréversible. L'article 4, incriminé, faisait strictement allusion à l'environnement, mais très vite, le principe a été étendu à beaucoup d'autres domaines sans lien avec l'environnement, particulièrement dans le champ de la santé. L'application sans discernement du principe de précaution peut avoir des conséquences extrêmement graves, bien pires que les risques qu'il veut éviter. Le principe de précaution, en outre, est un obstacle majeur au progrès scientifique et technique, particulièrement en médecine et en agriculture.
La recherche thérapeutique, qui est essentielle en médecine, a perdu beaucoup de terrain en France en raison des tracasseries administratives multiples issues du principe de précaution. Le cas des OGM, des organismes génétiquement modifiés, est également très frappant. Des centaines de millions de sujets dans le monde consomment régulièrement des OGM, sans effet secondaire connus. Si on fait abstraction des éventuels effets des pesticides qui sont souvent donnés en même temps, mais indépendamment, avec certains OGM. Et pourtant, l'attitude française, et plus généralement l'attitude européenne, est d'accuser ces OGM de tous les maux, en particulier pour ce qui concerne la santé. On leur reproche de créer des allergies, alors qu'aucune allergie n'a été démontrée. Plus récemment, il a été évoqué, à partir d'expériences réalisées chez le rat, des expériences sans aucune valeur statistique, que les OGM pouvaient entraîner des tumeurs. La presse fit une grande publicité à cette publication, qui a été dénoncée par toutes les autorités scientifiques nationales et internationales, avec au premier rang, j'ai le plaisir de le dire, l'Académie des sciences, qui en commun avec 5 autres académies alerta l'opinion. Et pourtant, les OGM représentent un grand espoir pour notre société à beaucoup de niveaux. Ils peuvent permettre d'améliorer les rendements agricoles, ce qui est essentiel pour les pays déshérités. Ils peuvent également avoir des apports importants pour la santé des populations. C'est ainsi que le riz doré, dans lequel on a introduit par transgénèse de la vitamine A, peut éviter la cécité ou même la mortalité infantile dans les pays d'Asie, la Malaisie en particulier, où la déficience en vitamine A peut induire ces terribles maladies. Au terme de cet exposé, certains d'entre vous pourront s'effrayer des risques qu'ils encourent et auxquels ils ne pensaient pas. D'autres, je l'espère, seront rassurés par ce que la science et la médecine peut ou pourra leur apporter. En tout état de cause, nous vivons au milieu des risques. Certains sont incontournables, d'autres pourraient être évités si nous en avions la volonté. Nous devons tout faire pour promouvoir la recherche sur la prévention du risque et pour lutter contre la désinformation. Une opportunité importante est celle de l'éducation des jeunes, avec la réserve qu'il est parfois difficile, je l'ai dit, de les convaincre de risques s'exprimant à long terme. Peut-être pourrions-nous nous focaliser sur le collège, où les élèves sont en quelque sorte à un âge de grâce, où ils comprennent déjà tout et nous écoutent encore. Il faut leur faire valoir la primauté de la responsabilité sur l'insouciance, du réel sur le virtuel, en espérant que cela les préparera dans leur vie future à la rationalité plutôt qu'à la subjectivité et à l'action plutôt qu'à la précaution. Merci. Et la parole est maintenant à l'orientaliste et islamologue François Desroches, délégué de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Des risques et des livres ». Casser sa plume, son calame ou son stylographe est sans doute, pour un homme de lettres, un risque moindre que celui de publier un texte et affronter l'opinion du public et celle de ses pairs. Il n'en va pas toujours ainsi. Apprenant en février 1611 que l'Arrache, sur la côte atlantique du Maroc, venait d'être cédée aux Espagnols quelques mois plus tôt, Ibn Abi Mahali composa un train sur la ville perdue, puis, quelques jours plus tard, brisa son calame. Il renonçait ainsi symboliquement à son appartenance à la caste des lettrés pour ceindre l'épée et s'engager sur le chemin du djihad. Ainsi débutait un épisode fascinant, à la croisée symbolique de 2 des pistes qui ont été explorées parmi d'autres pour rendre compte de l'origine du mot risque, d'un côté celle de l'arabe et de l'islam, celle du commerce méditerranéen de l'autre. Rien ne laissait présager qu'Ibn Abi Mahali, un mystique qui fut aussi un apologète du tabac, allait conduire ses partisans à une victoire si rapide. En quelques mois, il balaya les troupes sultaniennes du sud du Maroc et atteignit en mai 1612 Marrakech, la capitale des Saadiens, d'où le sultan Moulay Zeidan dut fuir précipitamment.
L'amour que ce dernier portait au livre, et dont témoignent les annotations qu'il porta sur certains de ceux qui lui ont appartenu, explique assurément qu'il ne se soit pas résigné à abandonner sa bibliothèque dans son palais du Badir. Comme son père, Ahmad al-Mansour, qui avait porté à son zénith la puissance du Maroc saadien après la bataille dite des Trois Rois qu'il avait remportée en 1578, Moulay Zeidan veillait à offrir l'image d'un prince versé dans les sciences traditionnelles. Ces manuscrits, en partie hérités de son père, représentaient à ses yeux une possession de la plus haute valeur, un trésor de savoir dont il ne voulait pas se séparer. Et plutôt que de risquer de les voir tomber entre les mains d'Ibn Abi Mahali, il les emporta avec lui vers Safi sur le littoral, d'où il avait conçu le projet de s'embarquer avec sa suite vers le sud pour rejoindre le Souss, la région d'où la dynastie tirait son origine et où il espérait rallier ses partisans. Il nolisa 2 navires pour cette entreprise qui devait le mettre en sûreté. Celui où il devait prendre place avec les siens était un Hollandais. L'autre, le Notre-Dame de la Garde, avait pour capitaine un Provençal, Jean-Philippe Castellane ou de Castellane, que le roi de France venait de nommer consul au Maroc en 1610. On porta à bord les hardes de Moulay Zeidan, c'est ainsi que s'exprime un texte qui raconte l'épisode, et surtout, et je cite encore, 73 fardeaux ou balles grandes de livres mahométans. Les 2 navires mirent le cap vers le sud et, après une traversée sans encombre, jetèrent l'ancre en rade d'Agadir le 16 juin 1612. Le sultan et son entourage rejoignirent le rivage, tandis que, sur le Notre-Dame de la Garde, le capitaine attendait qu'on lui payât les 3000 ducats convenus. Les jours passaient, mais les engagements initiaux du sultan ne se concrétisaient pas. Ce dernier se trouvait en fait dans l'impossibilité de régler sa dette. De son côté, Castellane soupesait les risques auxquels il devait faire face. En cédant aux instances de Moulay Zeidan et en débarquant sa cargaison, il craignait fort de rester avec une dette qui ne serait jamais honorée. La position très indécise dans laquelle se trouvait le souverain marocain laissait d'autre part penser qu'il lui serait difficile de réagir de manière efficace pour récupérer ses biens. De ce que notre Provençal savait de la situation, le sultan pourrait même bien ne jamais reprendre sa place. Aussi, le capitaine décida-t-il de lever l'ancre et de mettre le cap vers Marseille, où il escomptait déposer le tout, et je cite encore, « et les mains de M. de Guise, alors gouverneur de Provence, et qui avait peut-être donné des instructions au capitaine avant son appareillage vers le Maroc. » Il semble toutefois vraisemblable qu'il s'agissait de vendre la cargaison au plus offrant. Castellane mit subrepticement à la voile, avec l'accord de son équipage, dans la nuit du 22 juin 1612. Ce voyage vers le nord se présentait à Castellane comme la solution la moins hasardeuse, le seul risque étant constitué par les corsaires actifs en Méditerranée depuis le littoral de l'Algérie. Il n'avait toutefois pas compté avec un imprévu. Des vents contraires retardèrent le Notre-Dame de la Garde, si bien que 3 vaisseaux de la flotte espagnole, sous les ordres de Pedro de Lara, le prirent en chasse au large de Salé et la raisonnèrent, ce bien que la France ait alors été en paix avec l'Espagne. Pourquoi donc cette capture qui était contraire au principe du droit? Les Espagnols avaient-ils été avisés que le navire français transportait les trésors de Moulay Zeidan? Ou considéraient-ils comme hostile tout navire rencontré dans les eaux marocaines, puisque l'Espagne était en conflit avec les différentes parties qui s'étaient alors divisées entre elles le Maroc? Nous ne le savons pas. Mais Lara manifesta son respect des bonnes relations qui s'étaient établies entre son maître et le roi de France en s'abstenant de torturer les marins français pour obtenir leurs aveux quand il les interrogea. Le Notre-Dame de la Garde fut conduit vers l'Espagne et sa cargaison débarquée. Dans un pays d'où un décret pris peu avant par Philippe III venait d'expulser les derniers musulmans et où la possession d'ouvrages en arabe était susceptible de valoir à leurs propriétaires l'intérêt sourcilieux de l'Inquisition, les livres de Moulay Zeidan paraissaient voués à être dévorés par les flammes d'un bûcher, comme cela avait été le cas pour ceux qui avaient été saisis à Grenade au lendemain de la prise de la ville en 1492. Il n'en fut rien, car les manuscrits prirent le chemin du palais-monastère de Saint-Laurent de l'Escorial, où était conservée la bibliothèque royale. De leur côté, le capitaine et les marins du Notre-Dame de la Garde avaient été moins chanceux. Ils furent jetés en prison à Cadix, dans l'attente d'un procès qui devait décider de leur sort.
Ce dernier fut scellé le 23 octobre 1612. Le maître et le contremaître étaient condamnés à la peine capitale, Castellane et le reste de l'équipage aux galères. C'était bien là un risque qu'ils n'avaient pas envisagé un seul instant. Ils interjetèrent appel. Pour avoir voulu éviter que ces livres ne tombassent entre les mains d'Ibn Ami Mahali, Moulay Zaidan les avait laissés capturer par son ennemi le plus déterminé. Faute de contact diplomatique direct avec les deux puissances impliquées dans cette affaire, la France et l'Espagne, il envoya une ambassade à Constantinople pour obtenir le soutien des Ottomans. L'affaire fit du bruit sur les rives du Bosphore, puisque Achille Harlet de Sancy, alors ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte, en entendit parler et s'en fit l'écho dans sa correspondance. La sympathie des Ottomans était sans doute un réconfort pour le sultan marocain, mais il fallait trouver un accès plus direct et plus efficace pour obtenir la restitution de ses livres. Il lui sera offert par les Provinces-Unies, qui entretenaient des liens diplomatiques et commerciaux relativement constants avec le Maroc saadien. Une délégation composée d'un caïd et d'un eunuque, et assistée par un juif marocain familier de ses missions, fut donc dépêchée à Amsterdam pour obtenir des Hollandais qu'ils fissent parvenir à la cour de France, par le biais de leur ambassadeur à Paris, une demande d'intervention française auprès de Philippe III d'Espagne, afin que ce dernier rende les livres. La France se trouvait placée bien involontairement dans une situation délicate. Castellane était son consul au Maroc, mais la Cour refusait de l'admettre pour éviter le risque de se trouver directement impliqué dans cet imbroglio diplomatique. Pour le souverain saadien, il était pourtant clair que la France devait répondre de la conduite malhonnête de son représentant. La perte de ses livres affectait en effet beaucoup Moulay Zaidan. Afin de faire pression sur le roi de France, qu'il tenait pour responsable de la situation, mais peut-être aussi pour assouvir un besoin de vengeance, il fit emprisonner tous les ressortissants français qui se trouvaient alors dans ces États. Pendant 2 ans, le commerce cessa entre le Maroc et la France, et les relations entre les deux pays ne reprirent que bien plus tard, en 1631. Castellane, de son côté, avait eu le temps de méditer sur ce qu'impliquaient les prises de risques. Dans la geôle gaditaine, où il attendait de savoir s'il irait ramer sur les galères du roi d'Espagne, il n'aurait guère tiré de réconfort des propos que Louis XIII tenait à son sujet. Dans une lettre datée du 5 juin 1615 qu'il avait adressée aux États généraux des Provinces-Unies, en réponse à la démarche qu'ils avaient entreprise en faveur du sultan marocain, le roi de France qualifiait en effet le malheureux provençal, je cite, « d'homme sans aveu qui ne fut oncle notre ambassadeur ni recommandé d'autres titres, de perfides personnes que nous ferions châtier à la rigueur de nos lois si nous avions pu le tirer du lieu où il a pris refuge en son crime. » Nous ne savons rien de la fin de Castellane, mort au plus tard en 1619. Ibn Ami Mahali, qui avait troqué le calame contre l'épée, périt en 1613 au cours d'une bataille. Moulay Zaidan revint à Marrakech, où il régna jusqu'en 1628, mais son pouvoir était affaibli et ses livres faisaient désormais partie de la bibliothèque d'un souverain chrétien, d'où il ne devait plus jamais sortir. La collection du sultan avait affronté, dans les conditions que l'on sait, les risques d'un voyage sur l'eau. Elle devait encore faire face à ceux du feu. Il ne s'agissait pas des bûchers de l'Inquisition, mais de l'incendie qui se déclara le 7 juin 1771, lorsque la foudre frappa l'une des tours du monastère au cours d'un violent orage. Les Hieronymites que Philippe II avait installés à l'Escorial s'employèrent à lutter contre les flammes qui dévoraient charpentes et planchers et se rapprochaient dangereusement de la bibliothèque. La collection royale de manuscrits, non seulement arabes, mais aussi grecs, latins ou castillans, se trouvait directement menacée. À la hâte, les moines entreprirent de transporter les précieux volumes dans un des escaliers qui sont, eux, comme on sait, construits dans le granit de l'Escorial et devaient donc résister au feu. Et pour mieux protéger le précieux dépôt, on apporta le grand étendard pris à l'épande sur le navire amiral ottoman pour recouvrir l'ensemble. Par malheur, une étincelle tomba sur la toile et l'étendard prit feu, provoquant la perte de nombreux manuscrits. Vous me pardonnerez, je l'espère, de n'avoir pas tranché entre les deux étymologies du mot « risque » auquel j'ai fait allusion au début, et d'avoir suivi au-delà de cela les tribulations d'une des bibliothèques les plus passionnantes qui soient. Paradoxalement, alors que les risques successivement pris par les acteurs de cette histoire l'ont à plusieurs reprises mis en péril,
Son destin hors du commun lui a permis d'échapper à un risque, et je devrais plutôt parler d'une fatalité, auquel ont été systématiquement exposées les bibliothèques du monde musulman médiéval, celui de la dispersion de leurs fonds, conséquence de la fragilité des institutions où ils ont été gardés. La préservation de la bibliothèque de Moulay Zeydan confère à cette dernière une valeur exceptionnelle. En échappant à ce dernier, elle a échappé également à la disparition et nous permet de comprendre ce qu'était la collection d'un prince musulman de l'époque. Pour l'histoire intellectuelle du Maroc saadien, elle représente une source exceptionnelle dont je mesure au fur et à mesure de mes recherches l'inestimable valeur. Vous comprendrez sans doute que, vendredi dernier encore, traversant la salle de la bibliothèque de Philippe II à l'Escorial, sous les fresques de Pellegrino Tibaldi, je n'ai pu m'empêcher de rendre à nouveau grâce à Ibn Amim Ali d'avoir pris en ce lointain jour de février 1611 le risque de briser son calame. La parole est maintenant à l'écrivain Éric Orsenat, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Éloge du risque ». Le dimanche 9 septembre 1492, voilà ce qui est écrit dans le journal de Christophe Colomb. Je cite : « Ils perdirent complètement de vue la terre. Craignant de ne pas la revoir de longtemps, beaucoup soupiraient et pleuraient. L'amiral les réconforta tous avec de grandes promesses de maintes terres et richesses, afin qu'ils conservassent espoir et perdissent la peur qu'ils avaient d'un si long chemin. L'amiral fit ce jour-là 19 lieues et décida d'en compter moins qu'il n'en faisait, afin que ces gens ne fussent ni effrayés, ni découragés si le voyage se faisait très long. » Fin de citation. Ainsi, tout le temps de la traversée, Christophe Colomb tint 2 journaux, l'un pour dire la vérité, l'autre pour assurer. Le 6 juillet 1885, au soir, Louis Pasteur note dans son cahier de recherche que le petit Joseph Meister, mordu l'avant-veille par un chien, vient de recevoir sa première piqûre. La plupart des membres de son équipe, dont son plus proche collaborateur Émile Roux, ne se jugeaient pas prêts pour tenter le traitement. Les jours passent, les piqûres se succèdent, emplies de solutions de plus en plus virulentes. L'angoisse monte. Plus personne ne dort, sauf Joseph, qui, toute la journée, s'amuse avec les animaux du laboratoire. Juillet passe, puis août. Joseph continue de se porter comme un charme. La rage est vaincue. Risque. Émile Littré, dont j'ai l'immense honneur d'occuper le fauteuil, fait remonter l'origine du mot au verbe latin recécaré, couper. D'autres dictionnaires mentionnent le grec byzantin rhizokon, hasard. Je veux croire qu'ils ont raison ensemble. Prendre un risque, c'est vouloir rompre avec le convenu, avec le prévu des jours, et la réussite qui peut suivre le risque doit toujours à la chance, c'est-à-dire à cet improbable rendez-vous qu'on appelle le hasard. Sans l'existence des Antilles, en d'autres termes les Antilles, jamais Colomb et ses hommes n'auraient survécu, ils avaient épuisé toutes leurs ressources. Cette affaire de la vaccination, si bien décrite par Jean-François Bach, déborde largement la médecine. Elle exprime le bal français. Au-delà d'une aversion au risque, elle révèle une relation rompue entre une grande partie de notre pays, ex-patrie des Lumières, avec le savoir. La dérive de notre école raconte la même histoire triste. Ce haut mal, dont nous n'avons d'ailleurs pas le monopole, vient d'un couple sinistre, celui que forme la défiance avec le déni.
La défiance peut s'expliquer, voire s'excuser, le sang contaminé, la coûteuse panique face à la grippe H1N1, le scandale du Mediator n'ont pas fait de bien à la confiance. La théorie du complot existait bien avant, elle s'en est trouvée confortée. D'autant que le déni lui apporte un renfort massif et permanent. Accrochés au mirage de notre gloire passée, nous préférons ignorer les faits plutôt que recevoir d'eux la très mauvaise nouvelle de notre déclin. C'est la reine qui casse son miroir plutôt qu'y apprendre que Blanche-Neige, désormais, la surpasse en beauté. Et pour que pousse et grandisse et prospère et s'épanouisse le déni, pas de terreau plus fertile qu'Internet. Incomparable réservoir de connaissances en même temps que catalogue inépuisable et sans cesse renouvelé des infinies variantes de la fausseté et de la malhonnêteté. Fascinant et terrible univers que celui de la toile, où l'opinion la plus délirante voisine avec l'exposé le plus rigoureux. Jungle vertigineuse où coexistent ainsi transparence et obscurantisme, science et démocratie n'ont ni le même objet, ni la même méthode. Il va bien falloir admettre une bonne fois pour toutes qu'il y a des opinions fausses et qu'il y a des opinions à combattre de toutes ces forces, car ces opinions-là tuent, par exemple, celles qui refusent les vaccins. Nous connaissons la maxime « tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutilisable ». Dans ce monde de plus en plus complexe, de plus en plus préfèrent s'accrocher à des solutions simples. Et qu'importe si les élites autoproclamées les disent fausses, ces mêmes élites n'ont-elles pas montré la voie du déni en refusant par exemple de voir que les folies bureaucratiques du Bruxelles avaient tué l'idéal européen. Au lieu de crier au loup populisme, populisme, regardons-y de plus près. Ce qu'on appelle populisme et qui gagne partout dans le monde s'appuie sur la peur pour proposer de l'inacceptable. Mais c'est aussi la réponse du berger à la bergère, un refus du réel, tirant prétexte et nourriture de bien d'autres refus antérieurs. Vous souvenez-vous de ceux, hélas, de ma famille politique qui osait parler de, je cite, « sentiment d'insécurité », fin de citation. Celui qui nie le risque fabrique le danger et engendre les plus mauvaises répliques lorsque se concrétise la menace. C'est ainsi que les querelles d'aujourd'hui sur les identités risquent bien d'être balayées bientôt par des interrogations d'une toute autre ampleur. Après nous être longuement demandé « qu'est-ce qu'un Français ?» sans d'ailleurs trouver la réponse, même en remontant aux Gaulois, nous allons devoir répondre à une interrogation d'une toute autre ampleur. Qu'est-ce qu'un homme ? Quand grâce à des manipulations aujourd'hui faciles, on peut manipuler la génétique, que restera-t-il de notre espèce ? Jusqu'à présent, la médecine avait pour mission de nous réparer. Comment lui refuser des moyens accrus de soins ? Mais résistera-t-elle, ou plutôt jusqu'à quand résistera-t-elle au pouvoir de nous augmenter ? Mesdames et messieurs, à cette seule évocation du transhumanisme, j'en vois beaucoup parmi vous qui vacillent. Soucieux de votre équilibre, je vous propose de revenir au présent, si pour reprendre pied, nous nous offrions une petite visite dans la finance. Hélas, nous allons y découvrir d'autres motifs d'inquiétude. Décidément, l'époque est au vertige. Finance, pays de risque s'il en est, à quoi sert la finance ? À trouver de l'argent pour que des projets se réalisent. À quoi sert un taux d'intérêt ? À rémunérer celui qui prête, celui qui aide à la réalisation des projets. Alors, prêtons vraie attention à la nouvelle du jour, les intérêts à taux zéro.
ou même encore plus fort, des intérêts à taux négatif. Qu'est-ce que le taux d'intérêt? La valeur donnée au temps. Que signifient des taux zéro? Vieil économiste, je sais bien qu'il reflète en surface l'équilibre du marché entre l'offre de monnaie des banques centrales, pléthorique, et la rareté de la demande d'investissement du fait de l'épuisement de la croissance. Mais au-delà, je répète, que veulent dire des intérêts à taux zéro? Écoutons cette expression, taux zéro. Elle nous dit tranquillement et sans en avoir l'air que le temps, aujourd'hui, ne vaut plus rien. Seul le présent compte, c'est l'autre visage du tout de suite des enfants gâtés. C'est pour cela que faire l'éloge du risque, c'est faire l'éloge du temps, c'est faire l'éloge de l'obstination, c'est faire aussi l'éloge de la solitude face à la foule. Il est seul celui qui risque, il est seul colon face à son équipage qui meurt de peur, il est seul pasteur à l'heure de traiter Joseph Meister, il est seul emburgé quand il décide la première grève, ils sont seuls les artistes avant de remplir les musées et d'enflammer les salles de vente. Merci, oui, merci, Edith Cana-de-Chizy. Grâce à vous, nous avons entendu ici retentir les cris de Van Gogh et de Nicolas de Staël. C'est pour nous qu'ils ont dépassé les limites du connu. C'est pour nous qu'ils ont tout fait pour arracher nos regards à la gangue de l'habitude. C'est pour nous qu'en franchissant les frontières du raisonnable, ils ont fini par perdre la raison. Hommage et gratitude à ceux qui explorent, qui créent, qui entreprennent. Ils agrandissent la vie. Il y a bien sûr plus que de l'utilité, de la nécessité à trier dans l'avalanche des productions entre le bon grain et l'ivraie. Et loin de moi l'idée de mépriser ceux qui glosent et commandent, à condition qu'ils respectent d'abord ceux qui payent de leur personne. On en voit trop dans les ports, trop qui sans jamais s'embarquer eux-mêmes, trop qui sans quitter jamais la tranquillité de la terre ferme et la chaleur d'un bon pub, bref, trop qui sans jamais rien risquer distribuent bons et mauvais points aux marins ayant osé un beau jour larguer les amarres et affronter les tempêtes. Comme disait Aristote, il y a 3 catégories d'êtres humains, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Ou comme disait, en d'autres termes, plus familiers mais encore plus féroces, François Truffaut, on n'a jamais vu un enfant rêver de devenir critique de cinéma. Souhaitons-nous de rêver, souhaitons-nous d'aller sur la mer? Bien au chaud, sous cette coupole solennelle et raisonnablement protégée des périls par des gardes que je salue, souhaitons que cet après-midi d'automne nous ait aidés à distinguer dans la famille des risques, les bons et les mauvais, les tout à fait fondés des totalement imaginaires, les fertiles des suicidaires, les risques privés des risques publics. Après une accalmie qu'on avait cru pouvoir penser définitive, les temps reviennent à la violence. Dans un tel climat, toute baisse de vigilance relève de la naïveté, de l'irresponsabilité, du déni ci-dessus dénoncé. Ceux qui vivent, obligés, ne doivent pas se changer en repli, en refus, en prudence. À défaut de nous tuer tous, que veulent ceux qui nous attaquent? Nous interdire la gaieté, la musique, la liberté, nous interdire de vivre. Et justement, repassons le fil de nos vies. Dans la sphère de l'intime, qu'avons-nous fait de bien, de vraiment bien dicté par la précaution? Le meilleur d'une existence, tout le meilleur, vient du risque, car tout risque vient d'un rêve et d'une étrange générosité, d'une persistance en nous de l'enfance. Vous savez comment on l'appelle, cette générosité, ce morceau d'enfance en nous préserver? Tout simplement la confiance. N'oublions jamais, jamais que la défiance
est une avarice. Celui qui d'abord se défie est un avaricieux, car il ne prête à personne, à commencer par lui-même. Responsable à l'évidence, mais précautionneux jamais. Vous voulez un exemple? Aimer. Quel plus grand risque qu'aimer? Quelle plus absolue mise à nu? Quel plus total lâcher-prise? On y pose les armes, on y brûle ses vaisseaux, mais quelle plus grande certitude que ne pas aimer? La certitude d'avoir manqué sa vie. Je vous remercie, chers confrères. La séance est levée.